Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, forcément. Décor différent de d'habitude, je ne suis pas chez moi, je suis habillé différemment, etc. En fait, c'est une vidéo réaction à chaud sur un reportage qui a été réalisé par France Culture, qui s'appelle « Ce livre a été écrit par une IA ». Je réagis à chaud pour deux raisons. La première, parce qu'ils ont mis ma grosse tête avec des termes peu flatteurs dans ce reportage à deux reprises, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Mais aussi parce que je suis qualifié pour réagir à ce type de reportage, qui est un sujet très intéressant. D'ailleurs, ma dernière vidéo sur le sujet vous a beaucoup intéressé. Merci pour votre engouement là-dessus. Ce reportage porte sur les livres qui ont été écrits avec l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne le savent pas, pendant 2 ans, j'étais le premier rédacteur d'e-book en France avec des centaines de livres rédigés pour des centaines de particuliers, d'entrepreneurs. J'étais le premier sur un site qui s'appelait 5euros.com, qui aujourd'hui s'appelle comeup.com, qui est un site qui référence les meilleurs freelances en France. Voilà, pendant 2 ans, j'ai été le premier dans la catégorie rédacteur d'e-book, ce qui m'a permis d'avoir une grosse autorité dans le domaine. Et aujourd'hui, grâce à cette expérience, j'ai pu bâtir la première IA rédactrice d'e-book en France, qui s'appelle sonicbook.ai, qui est aujourd'hui distribuée à l'international. Le lien est en description si vous souhaitez en savoir plus. De toute manière, vous avez à l'écran tout plein de screens qui s'affichent pour vous prouver tout ce que j'affirme juste ici. Mais voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on va réagir à cette vidéo. C'est pas forcément la vidéo qui vous intéressera le plus, mais je pense que c'est important d'apporter quelques points de réflexion supplémentaires à ce reportage qui est quand même assez à charge contre l'intelligence artificielle et parfois contre moi-même pour les 2 petits extraits où j'apparais à l'intérieur de ce reportage. En fait, ils ont pris des petites publicités à moi qu'ils ont placées dans leur vidéo. Bref, let's go, on rentre dans le vif du sujet et on regarde ça ensemble. Je vous couperai bien sûr les passages pas intéressants et au montage, on gardera seulement les passages où je parle, où c'est intéressant pour vous. On a testé et on l'a publié et aussitôt dépublié. Alors, déjà, première chose, est-ce que l'intelligence artificielle peut écrire un roman? Oui. Réponse oui. D'ailleurs, ils en mettent la preuve à l'écran. La question à laquelle ils veulent répondre, eux, c'est est-ce qu'elle peut écrire un bon roman? Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que pour ma part, j'ai toujours rédigé des livres informatifs et sonicbook.ai rédige uniquement des livres informatifs. C'est-à-dire que quand ils vont me placer à l'intérieur du reportage, déjà, il y a une dissonance, enfin je sais pas si dissonance c'est le bon terme, mais voilà, j'ai jamais prétendu rédiger des romans, jamais rédigé des romans pour qui que ce soit, et sonicbook.ai, mon IA n'a jamais rédigé des romans, donc déjà, me placer dans ce contexte, c'est un petit peu spécial. Il y a même Voilà. tout un business d'auteur artificiel sur Internet. En 2024, t'as pas... Voilà, donc tout un business d'auteur artificiel sur Internet. Alors, auteur artificiel, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Bon, ils ont utilisé une de mes publicités. Alors, c'est bien, ils ont tagué mon Instagram, etc. Bon, ils ont utilisé une de mes publicités pour illustrer leurs propos. C'est vrai, business d'auteur artificiel. Vous pouvez vendre des livres rédigés avec l'intelligence artificielle. Pour le coup, ils ont simplement mis mon extrait. Alors, je leur en veux un peu d'avoir mis l'extrait où je suis en prise de masse à 25% de body fat. Mais voilà, c'est pas grave. D'édition, c'est clairement... Bon, là, il nous faut une petite introduction, donc on va passer et on va aller directement à ce qui nous intéresse au cœur du reportage. Pour commencer l'écriture, il faut d'abord une idée. Et ça, l'idée, c'est le seul élément que moi, en tant qu'humain, je vais apporter. Donc voici l'idée. Un roman qui racontera une histoire d'amour entre 2 êtres que tout oppose. Ça, c'est hyper novateur, ça n'a jamais été fait dans la littérature ni au cinéma. Dans un futur dystopique marqué par l'avancement des changements climatiques et de la technologie. Pas utiliser un robot conversationnel, style ChatGPT, mais il en existe plein d'autres. Mistral AI, 100% gratuit, fonctionne très très bien. On appelle ça prompter. Il y a un YouTuber qui a fait l'expérience, et c'est une aide assez précieuse. Tu vas lui dire de se positionner comme un romancier reconnu dans la science-fiction, par exemple. Ce que Ludovic m'explique, c'est qu'il faut demander à la machine d'être autocritique. Absolument. En fait, ce que Ludovic explique, c'est pas forcément demander à la machine d'être autocritique, c'est que l'impulsion de départ et la qualité de l'impulsion de départ que vous allez donner à l'intelligence artificielle va fortement conditionner la réponse qu'elle va donner. Et c'est d'autant plus vrai que des études ont même montré que si vous parlez poliment à ChatGPT, il va vous répondre mieux que si vous lui parlez sans mettre de formule de politesse, voire même vulgairement. Donc en fait, ce que Ludo qui intervient ici
et qui a une super chaîne que j'adore suivre, qui est vraiment top si vous voulez être tenu au courant de l'actualité de ChatGPT, etc. Sa chaîne est vraiment top, je vous invite à aller la voir. Explique simplement que la qualité de l'impulsion est primordiale ici pour pouvoir réaliser un bon roman, un bon texte avec ChatGPT ou même qu'importe votre travail. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va être respecté par les journalistes? On va le voir, mais tout est une question d'impulsion de départ. Et les personnes qui nous disent voilà, l'IA ne peut pas, n'a pas réussi à passer le bac de philo, etc. C'est faux. Hein. Suivant la qualité du prompt, elle l'a totalement passé et ce n'est qu'une question de qualité de prompt par laquelle elle va passer pour pouvoir avoir des résultats. L'avantage aussi, c'est qu'il y a des tours de passe-passe dans la manière de prompter. Vous pouvez totalement utiliser le tour de passe-passe suivant qui est d'imiter la qualité d'écriture, le style d'écriture de quelqu'un pour pouvoir ainsi en prendre tous les bénéfices et donc l'appliquer à votre propre travail, C'est ce que j'utilise pour certaines rédactions et c'est ce que je vais d'ailleurs moi-même utiliser en tant que copywriter, rédacteur professionnel. J'ai des milliers et des milliers d'écrits sur mon ordinateur que j'ai rédigés moi-même à la main avant que l'IA n'apparaisse. Aujourd'hui, je lui donne en guise de base de données, ce qui fait que mon ChatGPT écrit comme moi et ce qui fait que par exemple pour la rédaction d'email, j'ai simplement à lui donner quelques consignes et il va rédiger comme moi. Je lui dis de répondre à toutes les améliorations qu'elle propose, de décider de la longueur des chapitres, de lister des inspirations. De là, je prompte. Alors ça c'est vrai et c'est quelque chose dont beaucoup de personnes parlent. C'est que au final, quand il dit autocritique, il a raison en partie, dans le sens où l'IA est la seule technologie qui va vous apprendre à mieux l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à constamment demander à l'IA d'améliorer ce qu'elle peut proposer et d'être critique vis-à-vis de votre travail, mais aussi de son propre travail. Critique vis-à-vis de votre travail, parce qu'en général, quand vous allez lui soumettre quelque chose et que vous allez lui demander son avis, elle va pas vouloir vous froisser. L'IA est quelque chose, elle est assez lisse, elle a pas envie de vous froisser. Elle va même parfois, des études assez alarmantes récentes le montrent, vous mentir pour ne pas vous froisser ou pour aller dans votre sens et attendre quelque chose de vous. Donc, il faut bien que vous lui demandiez d'être critique vis-à-vis de votre travail, mais aussi de son travail. J'y vais chapitre par chapitre et au fur et à mesure, j'ai un aperçu de l'histoire. Donc ça se passe à Néopolis et ça raconte l'histoire de Léa et Kenzo, deux militants contre le pouvoir dont on ne sait pas grand-chose. Ils se rencontrent dès le 3e paragraphe. On a presque toujours une scène de lever de soleil sur la ville en début de chapitre et un coucher de soleil en fin de chapitre. Et au milieu du chaos, ils tombent amoureux de manière un peu subite, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. En faisant ce travail d'aller-retour, il y a pas mal de questions. D'accord, donc déjà là, il est critique vis-à-vis du travail qu'a pu faire l'intelligence artificielle, mais il aurait pu y passer plus de temps et simplement lui demander de corriger, de développer l'histoire d'amour, de venir apporter un petit peu plus de réalisme, d'humaniser la manière de rédiger le texte, etc. En fait, l'intelligence artificielle ne va pas vous pondre quelque chose comme ça, parfait du premier coup. Même avec un bon prompt, il faut venir corriger ce qu'elle vous donne pour ainsi que vous ayez le meilleur résultat possible. C'est un assistant, c'est pas elle qui fait le travail, c'est vous qui donnez l'impulsion et avoir la perfection à la première impulsion, c'est pas possible. Moi, à chaque fois que je vais vous rédiger des emails marketing avec ChatGPT, je vais lui donner une première impulsion. Dans 99% des cas, je vais m'y reprendre 3-4 fois, lui indiquer quelques corrections pour qu'elle puisse développer un endroit, rajouter une comparaison à un autre, changer certains trucs du texte, supprimer d'autres parties du texte, etc. Parce que ça va pas être bon du premier coup, parce que justement elle va aller un peu vite sur certains sujets ou quoi. D'un côté, considérer que l'IA crée toute seule, c'est un peu la même chose que considérer, dans le cas de la photographie par exemple, que c'est l'appareil photo qui crée tout seul. Mais il faut pas oublier que l'IA fait des choix, notamment. Alors, c'est une bonne comparaison. En fait, ce que ça traduit, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre du technique, donc le fait pour une peinture de pouvoir poser son pinceau, d'avoir de la technique dans la peinture, enfin dans le style de peinture, d'avoir de la technique, c'est-à-dire placer ses mains sur son clavier pour taper des mots, etc. Ça, aujourd'hui, l'IA le fait à notre place. Nous pouvons déléguer toute la partie technique pour nous concentrer
uniquement sur la partie créative sur laquelle l'IA n'est encore qu'un assistant. Et personnellement, je trouve ça assez positif. En réalité, il me semble que dans ce processus d'écriture, donc de création, il y a oui un enfermement. Vous empêchez d'avoir du choix, elle va générer quelque chose d'assez consensuel. Or, la création, c'est précisément d'essayer d'apporter quelque chose d'autre, une nouveauté. Alors ça, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Il y a un bon nombre d'idées que je n'aurais pas eues et que des tas de collègues qui utilisent l'intelligence artificielle n'auraient pas eues s'ils n'avaient pas brainstormé directement avec une IA. Je vous invite à utiliser l'IA pour brainstormer, lui poser des questions, avoir une conversation avec elle, ce qui va vous permettre de générer des idées et donc des déraillements que vous n'auriez pas eu par vous-même. En fait, c'est justement pour moi le contraire. Si aujourd'hui vous êtes quelqu'un de créatif, eh ben l'IA vous permet d'aller encore plus loin. C'est le futur tel qu'on se le représentait il y a presque un siècle. C'est comme si la machine avait tenté d'imiter 1984 ou le meilleur des mondes. Encore une fois, ça dépend du prompt et ça va dépendre de comment, en fait, vous avez agencé votre questionnement. Est-ce que vous avez passé du temps derrière à retoucher ce qu'a fait l'IA? Qui resteront de notre ressort humain. Et ces deux qualités sont le vrai et le beau. Imiter le vrai, ça n'est pas dire vrai. Imiter le beau, ça n'est pas faire quelque chose de beau. La machine ne fait qu'imiter. La machine ne fait qu'imiter, mais les gens ne font pas la différence. Mimer un raisonnement, mimer un langage, mimer un processus de création n'est pas la création elle-même. Encore une fois, mimer n'est pas, mais les gens ne font pas la différence. Aujourd'hui, si vous souhaitez devenir auteur, proposer des livres, les gens ne feront pas la différence, à moins peut-être d'avoir un bac plus 40 000 en littérature, entre une rédaction humaine et une rédaction non humaine. Il est donc difficile d'imaginer qu'une IA puisse avoir un style littéraire. D'autant plus si la personne aux commandes de l'intelligence artificielle est qualifiée pour ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle va pouvoir détecter les dégâts de l'intelligence artificielle en les corrigeant tout en bénéficiant de tous les avantages de l'intelligence artificielle. Pareil pour moi en copywriting, je suis copywriter, l'art de rédiger avec des mots, des pages de vente, etc. L'IA m'a fait devenir un meilleur copywriter parce que j'étais déjà compétent dans le domaine. Par contre, si vous n'êtes pas compétent dans le domaine, que vous faites les choses avec l'IA, bah malheureusement vous n'allez pas voir les erreurs qu'elle peut faire et parfois elle fait de grosses gaffes et donc là vous allez vous enliser à l'intérieur. Mais si vous êtes un expert, l'IA fait de vous quelqu'un d'encore meilleur. Alors, je nous mets le reportage en 1.5, histoire que ça aille un petit peu plus vite. Et puis, je vous ralentirai les passages s'il y a des moments qui soient intéressants. Les clochers, non. Il dit Rouen est le peuple pointu des clochers gothiques. Et il poursuivait, elles en ont rien à foutre de la souffrance, les IA. Elles en ont rien à foutre du doute, elles en ont rien à foutre de la frustration. Et ça implique que pour créer, il faut avoir un vécu et être... Elles en ont rien à foutre, mais elles sont capables de limiter, le comprendre, et donc, encore une fois, un lecteur peu averti, ou même un lecteur averti, hein, c'est pour ça que l'IA a passé le bac de philo avec brio, ne verra pas la différence. Ce n'est pas parce qu'elle ressent pas tout ça qu'elle n'est pas capable de singer ce type de rédaction, et donc à vous de vous provoquer des émotions. Ancré dans le monde qui nous entoure. Bon, j'ai enfin mon roman avec 10 chapitres. J'ai besoin d'un titre, donc je demande à Claude de m'en proposer 10. Je choisis Néopolis, l'aube de la liberté. Pour le nom de l'auteur. Bon, v'là la gueule du prompt. Hein. À ce stade, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le retour d'un relecteur professionnel, quelqu'un dans une maison d'édition dont c'est le métier de relire des manuscrits pour décider de publier ou non. Donc, j'envoie le bouquin en impression, je Très bonne initiative. le reçois quelques temps après, puis je l'expédie aux éditions du Faubourg à Paris. C'est Sophie Caillat, la fondatrice de la maison, qui s'est prêtée au jeu. Est-ce que oui ou non, Jean-Michel Claude peut gagner un prix littéraire avec ce bouquin? Ah, pas du tout. Non, il en est très loin. C'est vraiment du robinet d'eau tiède. Ça n'a aucun intérêt. Et qu'est-ce qui est moyen alors? Est-ce que ça se joue dans le style? Bon, du prix littéraire, c'est vrai que c'est un petit peu ambitieux. Le cliché ajouté au cliché. Les personnages manquent de chair, d'incarnation, de vérité. Cette notion de chair, ça rappelle ce que disait D'accord, mais ça, encore une fois, vous pouvez l'améliorer avec l'IA. C'est le principe de l'autocritique développé au début du reportage. Vous pouvez l'améliorer avec l'IA. Entre un auteur, des idées et le public. Moi, je publie que des livres qui sont générés avec amour, cœur et intelligence, quoi. C'est une évidence. Alors là, elle dit quelque chose d'hyper intéressant. C'est que on sous-estime le fait que les humains accordent plus d'importance à ce qui a été fait par un humain que ce qui a été fait par l'IA. C'est pour ça que indiquer que quelque chose a été fait avec de l'IA, on sait d'avance que ça va pas avoir beaucoup d'intérêt pour de la rédaction, pour de l'art, etc.
ce que l'on va mettre en avant, même si votre peinture a été réalisée par l'IA, c'est le peintre qu'il y a derrière et qui a donné l'impulsion de l'idée. C'est ça qu'on va mettre là en avant et c'est ça que les gens vont encenser, quand bien même 90% du travail aura été réalisé par l'intelligence artificielle. Donc, on sous-estime beaucoup la capacité des êtres humains à simplement être fiers de ce que font les humains. Et c'est pour ça qu'elle affirme qu'elle est beaucoup plus intéressée par la relation qu'elle va avoir avec un auteur dont elle sait qu'il a posé sa plume sur du papier pour transmettre ses idées. Elle va trouver ça beaucoup plus vrai et elle va y accorder beaucoup plus d'importance que si elle sait que c'est rédigé par une intelligence artificielle. Je suis 100% d'accord avec elle et nous réagirons tous pareil. Et même si on sait que tel travail a été réalisé par l'intelligence artificielle, on va quand même accorder et encenser l'auteur qu'il y a derrière et pas l'intelligence artificielle qui l'a réalisé. Du moins dans le futur, je pense que ça se passera comme ça. Bon, vu que les maisons d'édition n'accepteront jamais de publier une telle daube, je vais me tourner vers l'auto-édition pour le publier en version électronique. Là, je m'apprête à le publier sur Kindle, la plateforme de livres électroniques d'Amazon, pour qu'il soit commercialisable. Donc il y a pas mal d'infos un peu fastidieuses à remplir, il vérifie pas mal de choses, des infos fiscales, etc. À noter qu'il n'y a pas besoin de code ISBN. Le code ISBN, c'est un peu l'adresse IP d'un livre, disons. Je spécifie que le livre a utilisé l'intelligence artificielle et... Oui, c'est bien qu'il n'y ait pas de code ISBN. En fait, ça permet à tout le monde de pouvoir publier quelque chose et du coup, ça fait d'Amazon KDP un super outil de partage et aussi une superbe manière de gagner des revenus pour toutes les personnes qui veulent devenir auteurs ou tout simplement gagner de l'argent en ligne. En plus, quand vous postez un livre, les gens font leurs achats ensuite, donc ça fait de l'argent passif en fait. Et ça, on vous en parle aussi sur sonicbook.i, le lien est en description. Et ça y est, il est en ligne et aucune mention de l'IA. Voilà, Jean-Michel Claude, il va pouvoir rafler tous les prix littéraires. Pas du tout, on l'a tout de suite retiré pour ne tromper personne. Pourquoi tromper? Pourquoi utiliser ce terme de tromper? Constater qu'il est possible de publier un livre. En fait, le problème, le reportage est plutôt bien fait. Le problème, c'est qu'il y a un parti pris qui est immense. Créé par une IA sans que ce soit mentionné nulle part. Et je suis pas le seul à avoir fait ça. En 2023, il y a eu une inflation de faux livres sur Amazon, et certains ont atteint le top des ventes. On trouvait par exemple une biographie d'un soldat français de la Deuxième Guerre mondiale qui était truffée d'erreurs, des guides sur la cueillette de champignons qui donnaient des conseils mortels, des ouvrages qui usurpaient l'identité de vrais auteurs, tous retirés par précaution depuis. On remarque encore certains Alors, usurper l'identité de vrais auteurs, oui, c'est illégal. auteurs un peu suspects. Pour le reste, c'est vrai que la qualité des informations En fait, le fait que le livre sur les champignons contiennent des mauvaises informations. Il y a plein de livres sur les champignons rédigés par les humains qui contiennent des mauvaises informations. Suspicieux, capables de sortir des livres traduits dans plein de langues, mais dont on ne trouve aucune trace ailleurs sur internet, surprenant pour un Suspicieux, je crois pas que c'est le bon terme à utiliser. écrivain. Un youtubeur affirme même avoir généré, sur Amazon ou ailleurs, $1 million en créant des livres artificiels. En effet, c'est un super business. L'auteur ne peut publier que 3 livres par jour, et il n'affiche pas d'informations sur l'utilisation d'IA. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Amazon et les gros boss boîtes font ça parce qu'elles sont mises sous pression par cette idée de journalistes, certains lobbies anti-IA, etc., qui les forcent à adopter ce type de comportement, mais eux, ce n'est pas dans leurs intérêts parce que ils savent très bien qu'un livre qui va être estampillé IA va moins se vendre que les autres pour la raison que j'ai évoquée précédemment. On le voit bien, ça peut être un peu le Far West. Nicolas Gors a son avis sur la question. Il a cofondé le label Création Humaine. Pour 49 €, près de 200 livres ont été certifiés. Au-delà de l'acte militant, c'est vraiment un moyen d'informer le public. Un moyen de faire du fric, Nicolas, tu vas pas nous la faire. Autre sujet, la fiscalité. Les livres bénéficient d'une TVA à seulement 5,5% au lieu de 20, puisqu'ils sont des œuvres de l'esprit. Par définition, un livre qui aurait été fait uniquement par intelligence artificielle n'est pas une création d'esprit. Et donc il ne doit pas bénéficier de l'abattement de TVA. Bah si, c'est une création d'esprit dans le sens où l'impulsion et le travail a été réalisé par un humain derrière. Donc il y a forcément une part d'esprit là-dedans. D'autant plus si la personne a relu son travail et qu'elle y a apporté des modifications de son cru. Et qu'elle s'est simplement détachée de toute la technique et qu'elle a utilisé l'IA pour aller plus vite. Mais je comprends, c'est un débat qui est intéressant. Et le pire, j'ai découvert ça ensuite, c'est qu'il existe des sites clés en main où vous entrez un prompt, un thème, et ça vous sort directement un livre en quelques minutes. On va faire un livre en Oui, sonicbook.i, le lien est en description. En 1 minute, vous avez votre ebook design et rédaction inclus, style d'écriture humain, et vous pouvez ensuite tout retoucher, télécharger en PDF, en EPUB, en Mobi, dans tous les formats que vous souhaitez, pour ainsi pouvoir proposer vos livres, capturer des leads avec, gagner de l'argent, ou tout simplement partager des connaissances et devenir un expert de n'importe quel domaine. On peut refaire le test avec Jean-Michel Claude. Et voilà, your ebook is ready. Ok, déjà. Donc ça a pris combien de temps?
à peu près 2 minutes. Ces sites, d'ailleurs, incitent dans leur communication à ne pas avoir de scrupules à en faire un business. À ne pas avoir de scrupules à en faire un business, et c'est là qu'ils mettent ma tête. 2 clics ou un livre. On a contacté plusieurs d'entre eux et malgré nos relances, ils n'ont pas Ils voulu nous ont parler. pas contactés. Tout ça amène aussi la question de la propriété des données qui servent à entraîner les IA. Actuellement, les auteurs peuvent refuser cette utilisation. C'est ce qu'on appelle le droit d'opposition ou opt-out, mais il est très difficile de prouver sa mise en œuvre. Non mais ça c'est impossible aujourd'hui à réguler. Tous les livres sont disponibles gratuitement sur internet. Vous n'avez aucune idée de qui peut les télécharger, qui peut les utiliser. Donc ça c'est une belle initiative. Malheureusement j'ai peu d'espoir sur le fait qu'elle puisse réussir. Alors faut-il bannir toute utilisation de l'IA dans le cadre de l'écriture? Par exemple, nous, au service vidéo de France Culture, on l'utilise pour générer des transcriptions d'interviews ou générer des sous-titres automatiques, Et évidemment, on repasse derrière la machine pour vérifier. mais on l'utilisera jamais pour créer des images ou du son. On peut aussi imaginer que la technologie pourrait pousser les humains à créer différemment. Par exemple, au 19e siècle, le développement Prenez cette quote, voilà, cette citation, et on se revoit dans 2 ans, dans 1 an même. Alors là, je crois qu'il faut bien voir que les ordinateurs ne remplacent les individus que dans des tâches mécanisables, mais il ne faut pas s'imaginer que l'ordinateur... Donc c'est ce que je disais pour la technique. En fait, ce qu'on est en train d'observer, c'est pile l'inverse de ce que dit le monsieur, mais à très court terme. Ça ne veut pas du tout dire que... Non, bah non. Pour les raisons que j'ai évoquées là, donc là je vais pas redévelopper. Mais quand il parle de mécanisable, il parle de technique. Quand il parle de intellectuel, etc., il parle d'impulsion. Au même titre que l'homme est derrière la machine qui va porter quelque chose de lourd. C'est lui qui a intellectualisé celle-ci. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais vous avez compris. Il dit, il faut, ce n'est pas du tout les tâches mécanisables qui sont aujourd'hui menacées. C'est précisément les tâches intellectuelles et créatives. Il y a quelque chose. Mais taper sur un clavier, c'est de la mécanique. C'est mécanisable. Donner l'impulsion à l'IA de ce qu'on va vouloir écrire, comme il a pu le faire dans son prompt, en définissant les personnages, en définissant le contexte, en définissant où est-ce que va se passer son histoire, etc., etc. Ça, c'est de l'impulsion, c'est de l'intellectuel. Surtout, ne pas entrer dans les discours paresseux de dire que notre singularité par rapport à l'IA serait justement nos émotions, nos intuitions. C'est en partie ça, mais ça ne doit surtout pas être que ça. Il ne faut surtout pas renoncer à la capacité à raisonner, à penser le monde. C'est peut-être une autre forme de symbiose, une autre forme de complémentarité, si et seulement si. Ça, pour le coup, je ne peux qu'être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on doit refuser de faire les choses par nous-mêmes et totalement substituer tout à l'IA, mais force est de constater forcément que dans l'industrie, dans le business, dans quoi que ce soit, là où on veut aller vite, où on veut aller plus loin, bah ça s'impose naturellement. Ce n'est pas l'homme contre la machine, mais c'est l'homme et la machine. L'homme et sa machine, les machines de son cerveau, qui doivent coopérer afin de rendre ce stade de l'évolution un stade qui puisse permettre à l'homme de survivre. C'est vrai que c'est un petit peu la dernière technologie dont on a besoin, pour conclure là-dessus, parce qu'après il va conclure la vidéo, c'est la dernière technologie dont on a besoin, et c'est la dernière technologie qui va achever la délégation que l'on peut faire vis-à-vis de notre cerveau. Je m'explique. En gros, quand on était Cro-Magnon, etc., je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde ce que je raconte, mais quand on était Cro-Magnon, etc., on prenait des heures à mâcher et à digérer de la nourriture parce que celle-ci n'était pas cuite, etc. Donc ça prenait du temps de casser les fibres de cellulose des plantes, ça prenait du temps de digérer la viande crue, et donc en fait on avait toute notre énergie qui était dirigée vers la digestion. À partir du moment où on a découvert le feu, on a commencé à cuisiner. Là, on a délégué une partie de notre digestion dans la cuisson des aliments, ce qui permet déjà de briser certaines fibres, etc. Ce qui a permis de rendre notre digestion plus facile. C'est une première délégation. Pour notre cerveau, là où avant on devait retenir les informations par nous-mêmes, voilà, ok, c'est par là, etc. Et quand vous aviez besoin d'une information, vous deviez demander à quelqu'un qui l'avait. On a commencé à écrire et à poser les informations sur du papier pour pouvoir les déléguer et les rendre éternelles. Le boss final de ça, c'est Internet. C'est-à-dire qu'avec les livres et Internet, vous ne vous souvenez plus des informations, vous vous souvenez d'où sont stockées les informations. Donc, vous vous souvenez uniquement d'où est-ce que vous allez les chercher, ce qui vous libère de l'énergie pour d'autres tâches du cerveau. Alors, vous pouvez utiliser cette énergie pour aller regarder et vous abrutir sur TikTok, ou alors vous pouvez utiliser cette énergie pour créer d'autres choses. Mais voilà, c'est naturellement vers là que va l'évolution. Et l'IA, bah, c'est la fin de ça. C'est à la fois la délégation des informations, donc je me souviens d'où sont stockées les informations et je ne me souviens plus des informations elles-mêmes, mais c'est aussi le fait
de déléguer entièrement la technique pour pouvoir se concentrer uniquement sur l'aspect créatif et l'impulsion d'idées. Et à la fin, finalement, notre cerveau ne sera qu'un générateur d'idées, puisque la technique, l'intelligence artificielle, les robots pourront matérialiser ces idées en un clin d'œil. J'espère que cette réflexion aura été claire pour vous. J'ai fait cette vidéo à chaud, sans aucune préparation, etc. Je sais qu'elle va faire moins de vues, qu'elle va plaire à moins de monde et tout. Forcément, ensuite, d'autres vidéos plus techniques et qui vous plaisent plus viendront par la suite. Mais voilà, je tenais à faire cette réaction à chaud directement sur le reportage de France Culture parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant et qui m'intéresse. Ce reportage est pas mal. Il y a quelques petits couacs et on voit qu'il prend parti un petit peu. Mais bon, c'est toujours comme ça avec les journalistes. Donc, voilà, on leur en veut pas, on s'y attendait un petit peu. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!